Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bruno Brosset, président de l'association Foncière de France. L'occasion pour nous de découvrir cette association extrêmement importante et active au service de ses adhérents, mais pas seulement. Bonjour Bruno Brosset. Bonjour Anne-Sandrine. Foncière de France, c'est une association discrète et pourtant, pourriez-vous nous présenter en quelques mots l'association ? Alors l'association Foncière de France est une émanation de l'UNPI, l'Union nationale de la propriété immobilière, qui représente des propriétaires bailleurs dimensionnés qui donc détiennent et développent un patrimoine immobilier sur tout le territoire national et avec la vocation d'obtenir un statut pour être reconnu en tant que professionnel. Oui, cela, on va en parler un peu plus tard, mais si vous me permettez, j'aimerais quand même connaître les adhérents de l'association. Qui sont-ils ? Ce sont des propriétaires à la base qui ont connu un développement important de leur patrimoine et qui, au fil du temps, l'ont professionnalisé avec des différents outils d'ailleurs, puisque la foncière regroupe effectivement des actifs immobiliers, mais autour de la foncière, il y a souvent d'autres activités comme des régies immobilières qui gèrent leur patrimoine. Ils font parfois des activités d'opérateurs où à travers ces structures, ils peuvent arbitrer des reventes. Ils peuvent aussi faire parfois de l'aménagement foncier. Enfin, il y a tout un écosystème autour des foncières intermédiaires, puisqu'en fait on les appelle les foncières intermédiaires, mais on dira pourquoi tout à l'heure, qui permet effectivement de justifier d'une activité à plein temps, parce que c'est aussi une autre caractéristique qui fait que ces propriétaires aujourd'hui sont devenus de véritables acteurs du développement des territoires. Ce sont des vrais opérateurs de la détention de biens immobiliers. Des professionnels, comme vous l'avez dit. Oui. Quelle est la vocation première, je dirais, essentielle de cette association ? Vous avez parlé tout à l'heure du titre et du statut, mais au-delà de ces questions qu'on évoquera tout à l'heure, quelle est votre vocation ? La vocation, au départ, elle était née de la crise sanitaire, puisque durant cette période, beaucoup de propriétaires dimensionnés rencontraient des difficultés dans le règlement des loyers, surtout commerciaux de leurs locataires. Et à un moment donné, ils étaient contraints dans les parfois remboursements de leurs échéances bancaires. Donc, à l'époque, rappelez-vous, les banques accordaient des différés d'amortissement de 6 mois des échéances, mais c'était largement insuffisant. Donc, à cette époque, ces propriétaires se sont regroupés et ont essayé de trouver ensemble des solutions pour essayer de passer le cap. Et très rapidement, on s'est tourné vers l'UNPI, parce que l'UNPI est une fédération de propriétaires, et on a pu avoir accès effectivement à certaines informations, une certaine écoute aussi, pour entrevoir des possibilités. Et c'est vrai qu'à l'époque, elles étaient très très limitées, mais on avait compris une chose, c'est que c'était l'occasion pour nous de montrer notre existence. En fait, les foncières n'existaient pas au sein de l'UNPI, il y avait des propriétaires dimensionnés, mais les foncières étaient finalement sous les radars. Et c'était l'occasion donc de leur montrer notre existence. Et c'est comme ça qu'on s'est regroupés au sein de cette association qu'on a appelée les Foncières de France. Donc une vocation de défense des intérêts de ces professionnels, de ces foncières privées non cotées. Tout à l'heure, on l'a dit, foncières intermédiaires, comme on l'appelle. Alors en fait, on ne savait pas qu'on pouvait s'appeler foncière intermédiaire. Dès le départ, pour savoir qui nous étions réellement, parce qu'il fallait qu'on arrive à se définir, on a fait intervenir un universitaire de l'Université de Paris-Dauphine qui a fait une étude sur ce qu'était notre catégorie de propriétaires. Et très rapidement, après l'étude qui a été réalisée, il a considéré qu'on était des foncières dites intermédiaires des territoires. En fait, on s'intercale entre le gros propriétaire privé qui a souvent un métier à côté et la foncière institutionnelle qui souvent est cotée. On est entre les deux, donc on a à la fois un dimensionnement certes, mais on a surtout une activité qui est devenue professionnelle parce qu'on concentre l'essentiel de notre activité à la gestion de cette foncière et à son développement. Et quand on vous écoute, on entend bien deux choses, le besoin de se définir dans un écosystème, mais aussi, et vous l'avez dit tout à l'heure, sortir de cette situation où on est hors radar. Effectivement. En fait, on a un problème de reconnaissance,
puisqu'aujourd'hui, finalement, on est dans la catégorie, certes, des propriétaires, puisque notre matière première, c'est les biens immobiliers, mais dans le même temps, on n'est pas forcément reconnu comme les pouvoirs publics, comme des opérateurs et donc comme des professionnels. Alors, entre les deux, nos partenaires, je pense aux banques, savent bien qu'on est des professionnels et généralement, d'ailleurs, elles nous rattachent à leur service des professionnels de l'immobilier. Mais en termes de fiscalité, on est encore considérés comme des particuliers et en subissant notamment un impôt sur le capital qui s'appelle l'IFI et qui est vraiment impropre à une catégorie d'entrepreneurs, d'autant que nous, on considère qu'aujourd'hui, ces foncières sont devenues nos outils de travail. Donc on commence à être dans une forme d'incompatibilité, on va dire, pour aller plus loin dans notre développement, à un moment donné où on estime avoir un rôle sociétal, mais qu'on ne pourra pas réellement mettre en œuvre, surtout dans des conjonctures aussi difficiles, si à un moment donné, on ne nous accorde pas un statut idoine qui permettrait effectivement d'accélérer notre développement au bénéfice de la société. Oui, donc l'obtention d'un statut, la reconnaissance d'un titre, c'est une première étape pour l'Association foncière de France. En tout cas, c'est un sujet de travail premier. Mais je suppose que vous travaillez aussi sur bien d'autres sujets. Bien sûr, cette association a un rôle d'information vis-à-vis des adhérents pour leur permettre notamment à travers une veille juridique de leur donner des contenus qui pourraient favoriser leur activité. On organise régulièrement des réunions sur des thématiques avec des professionnels spécialisés sur tel ou tel sujet. Donc c'est très riche, ça apporte évidemment beaucoup à ceux qui adhèrent. Et puis il y a un échange des pratiques. Alors par contre, on n'est pas un club d'affaires. On n'est pas là pour faire des affaires. On est là pour travailler, je dirais, sur l'amélioration de la condition de dirigeant de foncière, pour asseoir effectivement ce qu'on estime être un métier. Et à travers ce métier, puisqu'aujourd'hui on est une activité, à travers ce métier qu'on souhaite faire connaître, certes, obtenir un statut. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle sociétal des foncières. Les Français, la politique du logement en France, peuvent-ils trouver intérêt à ce que les foncières intermédiaires obtiennent ce statut et ce titre ? Alors, il faut déjà savoir que d'autres catégories de professionnels de l'immobilier ont obtenu un statut. Je pense notamment aux LMP, vous savez, les loueurs meublés professionnels, qui eux déjà sont dans cette catégorie. Et ils le sont en ayant souvent un deuxième métier à côté. La règle pour eux, c'est que l'essentiel de leur revenu, plus de 50%, soit dans la location, donc dans des loyers de meublés professionnels. Nous, cette règle, si vous voulez, elle est largement acquise. Elle est non seulement largement acquise, mais les volumes... Elle est dépassée. Oui, mais les volumes surtout qui sont traités, les chiffres d'affaires que nous réalisons sont sans commune mesure. Donc ça renforce cette légitimité. Légitimité qui est aussi assise sur la qualité aussi du travail d'un dirigeant de foncière au service du logement des Français. Oui, parce que quand vous êtes organisé comme nous le sommes, avec la philosophie que nous avons, nous on estime être des pôles d'excellence. C'est-à-dire qu'on est extrêmement rigoureux sur la réglementation, qu'on se doit évidemment de respecter, parce qu'on est des acteurs qui sommes reconnus généralement sur nos territoires. Et il faut impérativement qu'on soit très propre, je dirais, vis-à-vis de tous les acteurs. Et en plus, on est quand même très regardé par nos partenaires, notamment par les banques, par les collectivités locales, en tout cas avec celles avec qui on travaille. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas être considéré, si vous voulez, comme des acteurs de passage qui pourraient faire n'importe quoi. Vous voyez, on évoque souvent les marchands de sommeil. C'est pas du tout notre univers, bien évidemment. Nous, on a une action de long terme, et d'ailleurs souvent de très long terme, puisque les montages que nous faisons sont des montages de longue durée, et en plus, on a une vision souvent transgénérationnelle. Donc, ce qu'on fait, on le fait aussi pour la génération suivante. Donc, autant vous dire qu'on est extrêmement rigoureux à produire un patrimoine de grande qualité qui puisse passer le temps et surtout qui ne puisse pas nous mettre en défaut parce qu'on n'aurait pas respecté la réglementation, les réglementations qui sont évidemment de plus en plus abondantes, mais qui justifient aussi notre professionnalisme. Et de façon générale, qu'apportez-vous à la société ? Alors, les foncières de France ont un avantage très important, c'est qu'elles s'inscrivent comme des acteurs des territoires.
C'est-à-dire que chaque adhérent vient d'une région auquel il est très, très attaché, sur laquelle il va d'abord développer un patrimoine avant de s'étendre. Alors, certains ont une dimension régionale, nationale, mais au départ, il y a quand même une localité ou un territoire sur lequel il est extrêmement présent, où il a une vraie reconnaissance, où il va agir vraiment dans l'intérêt général, parce qu'il sait le rôle qu'il a, notamment pour rénover des parcs de logements qui sont aujourd'hui en souffrance. Donc, les vendeurs viennent les voir en priorité pour essayer de trouver des solutions. Et comme ils sont dans cette forme d'excellence que j'ai rappelé tout à l'heure, eh bien, chaque rénovation qui se réalise, c'est une rénovation évidemment de très très grande qualité qui correspond évidemment à la demande et aux besoins. On a une autre particularité, c'est que nous détenons du patrimoine qui permet la densification, et vous voyez, qui pourrait répondre à la ZAN. Aujourd'hui, effectivement, cette ZAN devrait permettre de densifier plus. Et dans ce cadre, nous avons par exemple des immeubles collectifs, on détient ce qu'on appelle les immeubles de rapport, sur lesquels on pourrait envisager des surélévations, ce que font certains d'entre nous, et on n'est pas contraint par les copropriétés, on peut aller vite, et puis on est quand même suffisamment dimensionné pour en avoir les moyens. Aujourd'hui, dans la conjoncture que nous traversons, un investisseur classique ne peut pas s'investir de manière aussi importante que nous, parce qu'en ce qui nous concerne, nous avons une logistique, nous avons cet outil de travail qui suppose de fonctionner quels que soient les cycles. Et vous voyez, même si aujourd'hui on vit une crise, nous on continue. Alors ce n'est pas les mêmes volumes, mais on continue. En tout cas, les pouvoirs publics peuvent compter sur nous pour avoir une action qui soit permanente, de façon à pouvoir répondre notamment aux besoins de logement, mais aussi la revitalisation du commerce dans certaines localités. Notre présence sur ce territoire nous permet, parce qu'on connaît parfaitement nos marchés, de pouvoir agir de manière rapide et efficace, je pense, au service de la société. Et je vous remercie, Bruno Brosset, de ces éclairages. Une toute petite dernière question pratique. Comment adhère-t-on à l'association ? Écoutez, c'est très simple. Il suffit de contacter le siège de l'UNPI, qui est à Paris, et automatiquement, on envoie un dossier aux personnes qui seraient intéressées. Alors, par contre, il faut que ces personnes répondent à certains critères pour ensuite être admis, évidemment. Donc, je rappelle les critères, on les évoquait tout à l'heure. C'est à la fois d'avoir une activité principale de gestion et de développement d'un patrimoine, ce qui veut dire que ça doit être le métier, si j'ose dire. Sinon, on ne pourra pas revendiquer un statut s'il y a une autre activité à côté. Il faut qu'au moins la majorité des revenus résulte de cette activité et que la structure soit en perpétuel développement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour favoriser la rente, on est là pour avoir une qualité d'entrepreneur qui justifiera un statut. Et oui, tout à l'heure, on a parlé de professionnels. Merci beaucoup, Bruno Brosset. Et puis, merci à vous tous qui nous écoutez. Merci de votre fidélité. À bientôt. Merci Anne-Sandrine. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.